Au Salon des entrepreneurs de Paris, le 2 février dernier, un homme était venu signer l'arrêt de mort du business plan. Vous avez bien entendu, alors que tous les banquiers et les organismes d'accompagnement imposent aux créateurs d'entreprises de réaliser ce fameux business plan, cet enseignant venu du Canada remet en cause ouvertement son rôle dans la réussite d'une entreprise. Selon lui, il serait même vécu comme une barrière à l'envie d'entreprendre, un retardateur à la mise en place du projet. Le business plan vacille, vive la méthode SYNOP. C'est la solution de Claude Ananou, chargé de formation au service de l'enseignement du management à HEC Montréal, qui souhaite replacer l'entrepreneur dans l'action et non dans la projection. Nous l'avons rencontré. Qu'est-ce qui ne vous va pas dans ce qu'est un business plan, mais vraiment de façon très concrète? Alors de façon très concrète, comme souvent, on va apprendre des éléments du passé, du présent pour prévoir l'avenir. Alors comme je dis souvent, le business plan dans sa structure, et si on regarde même la genèse, en quelle année il a été conçu dans les années 70, c'était de la planification. On a pris de la planification des grandes entreprises. Il y avait même l'Union soviétique qui avait une planification quinquennale. Donc les premiers plans d'affaires étaient sur 5 ans. On s'est inspiré de ce genre de planification. Or pour moi, il y a deux attitudes en tant que démarreur d'entreprise, c'est qu'on est un géniteur et non pas un éleveur. Donc avant d'élever mon enfant, il faut que je le fasse. Bien souvent, dans le plan d'affaires, on va trop structurer et on se pose plutôt des questions du comment. Donc le plan d'affaires, le business plan, uniquement du comment. Comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, à quel prix je vais vendre. Donc c'est déjà des choses très tangibles. Alors que nous, on se pose plutôt les pourquoi. Donc dans toute notre approche, et nos conseillers ne sont plus des conseillers, nous au Québec, ça devient des coachs. Donc des gens qui ne posent que des questions au porteur de projet qui doit lui-même trouver les réponses. On n'est pas là pour lui amener des réponses. Parce que d'après nous, chaque projet est unique. Chaque projet est unique par rapport au porteur. Chaque projet va avoir l'ADN du porteur. Il n'y a pas un projet en soi qui est là et puis qui serait disponible à n'importe quoi. Alors on a cette phrase, on ne trouve pas des opportunités d'affaires, on les crée. Il y a un acte cérébral. C'est pour ça que j'appelle même mes étudiants des demi-dieux. Ils créent quelque chose. Concrètement, ce SYNOP, cette méthode SYNOP, comment elle se matérialise? Qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on connaît? Alors, elle change sur beaucoup d'aspects dans le sens qu'on est en création d'entreprise. On n'a pas réinventé le monde de l'entrepreneuriat. Par contre, c'est l'agencement des étapes. C'est le focus sur certaines étapes. Donc des fois, nous, on met certaines étapes en avant par rapport au plan d'affaires ou quoi que ce soit, au business plan, sur le focus de dire cette étape-là est très importante, cette chose-là n'est pas utile à chercher ou à faire actuellement ou à maîtriser. Alors, on a repris beaucoup d'éléments qu'on retrouvait éventuellement dans un business plan, mais qu'on a redistribué et remis sur le focus. Mais des points importants. Première chose, l'action. Donc dès le démarrage, on a des petites actions. C'est pas de créer l'entreprise et puis d'investir 100 000 euros. C'est de prendre des premiers contacts, d'aller sur le terrain, de vérifier, de sentir. Il y a une expression qui dit « la carte n'est pas le territoire ». Je peux vous faire une carte, un dessin, mais d'aller sur le territoire, c'est autre chose. Alors la première chose, on met l'accent énormément, nous, sur le besoin. Aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, l'identification du besoin est devenue très, très, très difficile. Les besoins, maintenant, sont très psychologiques. C'est une combinaison de besoins. Pour satisfaire maintenant un client, on doit satisfaire une foule de besoins, des fois même des besoins accessoires qui viennent le critère d'achat du consommateur, qui devient le critère le plus important alors qu'il paraissait il y a quelques années comme le critère accessoire. Deuxième phase aussi, c'est au niveau des études de marché. Bon, bien souvent, on s'aperçoit que dans un business plan, on va vous dire qu'il faut faire des études de marché. On s'est aperçu, nous, que c'est à l'inverse. Si j'ai bien défini mon besoin, je vais chercher des gens, essayer d'identifier des gens qui, pour eux, hiérarchiquement, ce besoin est très important. On appelle ça nos adeptes, nos accros. Chaque personne a une hiérarchie de besoins. Oui, je peux avoir tel besoin, mais s'il est le 2/1000 dans ma hiérarchie, je l'ai comme besoin, mais je suis un modéré, ce qu'on appelle. Donc nous, on cherche des accros. Pourquoi? Parce que ces accros, ces adeptes, sont des spécialistes du besoin que vous pensez avoir trouvé et identifié. Et comme je dis souvent, même cette identification, elle est subjective. C'est vous qui pensez. Un besoin en soi, même, on ne peut pas dire qu'il est scientifiquement, objectivement identifiable. Alors, une fois qu'on approche ces gens-là, au lieu de faire une étude de marché, on va tester auprès de ces gens-là notre solution, notre avantage concurrentiel prépondérant qu'on leur offre. Le troisième facteur, c'est aussi cette notion de risque. Vous savez, souvent on dit les entrepreneurs prennent des risques calculés. J'ai jamais vu la mesure, l'outil de mesure pour mesurer un risque. Et nous, on a une nouvelle approche à ce niveau-là. On demande à nos entrepreneurs, nos porteurs de projets, d'abord, ils vont vivre dans un monde d'incertitude.
Bien souvent, un business plan, on essaye de mettre sur papier des choses qui vont se passer, on va essayer de prouver que c'est de la certitude. Or, aujourd'hui, on vit de plus en plus dans un monde d'incertitude et c'est pour ça qu'on a cette phrase, nous on dit, on n'essaye pas de, nos porteurs de projets puissent trouver des certitudes, mais plutôt d'apprivoiser des incertitudes. Autre élément avec cette notion de risque, c'est très simple pour nous, un entrepreneur ne prend pas de risque s'il a fait un calcul. Le calcul, c'est qu'est-ce que je suis prêt à perdre. Et il peut perdre 6 choses. Il peut perdre financièrement de l'argent, des investissements, il peut perdre son temps, il peut perdre ses relations familiales, il peut perdre sa santé, physique ou psychologique, il peut perdre sa notoriété et dernier élément, il peut perdre l'estime de soi. Donc de bien faire l'inventaire de sa sensibilité de perdre au niveau de ces 6 éléments. Et une fois qu'il a bien défini ça, il se dit ça je peux le perdre. Je suis prêt à le perdre, j'oublie, maintenant je mets le focus sur le succès. Donc à titre d'entrepreneur, moi si vous me dites que j'ai 1% de chance que ce projet réussisse, mais si j'ai bien analysé mes pertes et que je suis prêt à les subir, je focalise moi sur le 1% et c'est là que j'avance. Les banques, quand les Français vont aller les voir en disant écoutez, moi je vous ai pas fait de business plan, je vous ai fait un synopte à la place. Vous me dire attendez monsieur, vous plaisantez. Alors comment faire passer ça auprès des banques? Alors je crois qu'en France d'abord vous avez une relation un petit peu malsaine avec les banques et je dis ça des deux côtés. Je vais vous dire ça avec un peu une pointe d'humour, c'est qu'avec ce qui se passe depuis quelques années avec les banques aussi, comme je dis souvent à mes porteurs de projets, je dis commencez à demander à votre banquier, regardez je vais être client chez vous, je vais vous faire un emprunt, d'ici quelques années je serai peut-être moi-même un déposant ou un investisseur chez vous. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le plan d'affaires, le business plan de la banque? Il doit bien avoir une directive au niveau du siège social qui vous dit pour les 3 prochaines années, vous me demandez 3 ans. Est-ce que vous êtes capable de me dire où sera la banque dans 3 ans? Quels seront leurs profits dans 3 ans? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est certain? Il n'y a pas de problème. Si, vous verrez, n'importe quel banquier va paniquer parce qu'il ne pourra pas vous le donner. Ce n'est pas une question de confidentialité. Ils ne le savent pas eux-mêmes parce qu'eux aussi vivent dans un monde incertain. On l'a vu en 2008. Seul secteur mondial qui était à l'échelle mondiale, dans un marasme complet que si les gouvernements ne les avaient pas aidés, ils fermaient. On n'a jamais vu ça dans l'automobile ou ailleurs. Donc posez-lui cette question, déjà il va comprendre dans quelle position vous vous trouvez par rapport à ce qu'il vous demande. Et au pire, si vous dites oui, on sait où on s'en va, et si vous êtes si sûr que ça, je vais acheter des actions de votre banque et vous allez m'assurer que c'est ça qui va arriver, parce que si ça n'arrive pas, vous me rembourserez. Bon. Autre chose, bien souvent, les banquiers ne sont pas, d'après nous, au démarrage, je parle bien de démarrage, ne sont pas les premières personnes à voir. Il y a 2 types de banques. Il y a les banques traditionnelles qui vont vous demander des garanties, des cautions, du tangible. Et c'est de là qu'est venu un petit peu le plan d'affaires, parce que dans les premiers projets dans les années 70, qui étaient sur l'informatique, les gens qui arrivaient pour demander des fonds, arrivaient avec des projets virtuels. Et les banquiers n'avaient pas l'habitude. Et c'est là qu'ils ont demandé, faites-moi quelque chose par écrit. Mettez-moi ça un petit peu tangible, parce qu'avant d'ouvrir une manufacture, un garage ou quoi que ce soit, le banquier savait ce que c'était. Les premiers projets dans les années 70 aux États-Unis, les banquiers étaient un petit peu dépourvus à ce niveau-là. Alors, souvent les banquiers non plus vont vous demander des chiffres qui sont, d'après moi, l'aberration du plan d'affaires, du business plan. C'est la partie la plus incertaine des chiffres. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui faisait un excellent soi-disant business plan arriver au même chiffre une fois qu'il opère. Donc c'est la chose la plus incertaine et le banquier essaye de vous demander de lui prouver que c'est la chose la plus certaine. Donc vous voyez déjà là, il y a une incompréhension entre les personnes. Bien souvent, ils ne lisent pas les plans d'affaires. Alors vous avez naturellement, comme au Québec et je crois en France, des organismes de soutien. Je crois que c'est Oseo en France, nous on a la BDC, on a un organisme où là c'est effectivement, ils vous demandent un petit peu des chiffres, quelque chose, parce qu'ils ont de l'argent, ils doivent prêter, c'est leur d'aider le démarrage d'entreprise. Mais je peux vous assurer, j'ai beaucoup d'amis banquiers, ils n'osent pas le dire, et c'est là que je veux terminer, il y a une langue de bois. C'est une langue de bois en ce moment dans le milieu de l'entrepreneuriat avec ce fameux business plan. On dit oui, mais les banquiers le demandent, comme ils le demandent, je le fais, comme je l'ai fait, comme ça les banquiers peuvent m'en demander un, parce qu'ils ne savent pas demander autre chose. Mes amis banquiers, les yeux dans les yeux, m'ont dit Claude, le plus important, nous, c'est les étincelles dans les yeux du porteur. Parce que je ne peux pas accepter qu'une personne accepterait de financer un projet juste sur un écrit sans voir la personne. Et c'est ça l'essentiel.